C'est pas ce qu'on nous apprend dans les écoles, c'est pas ce qu'on nous apprend, mais en fait c'est la meilleure façon de monter une boîte. C'est ce qu'on appelle du TRP, du taux de retour pour la planète. C'est notre seul indicateur de performance. Une boîte, son objectif c'est pas que d'enrichir des mecs normalement. Et enfin une boîte à la base ça peut changer le monde. Moi j'aime bien répondre, on est un plan d'urgence. Et on n'a pas de nom parce qu'on s'en branle. Salut Arthur. Salut. Prise 2. Est-ce que tu peux te présenter, toi, ainsi que l'entreprise Time for the Planet? Ouais, alors du coup je suis Arthur, entrepreneur depuis une dizaine d'années, dans le digital principalement. Donc j'ai monté des communautés, des applications smartphone, des sites internet, tout ce qui était autour de l'influence marketing. Et j'ai donc monté 2 sociétés là-dedans que j'ai revendues et j'ai ensuite géré l'Europe pour un réseau social américain qui s'appelle Thriller. Je l'ai co-géré avec un ami avant de me questionner sur le sens de ma vie et ce que j'avais vraiment envie de faire et sur comment j'avais envie d'utiliser l'entrepreneuriat qui était à peu près le seul truc que j'avais appris du coup ces dernières années. Moi je viens d'un petit village dans les montagnes où il y a 200 habitants. J'ai toujours fait du sport, j'étais en fac de sport, donc je ne suis pas du tout adressé à ce monde-là. Rien à voir. Et je me suis un peu retrouvé catapulté dans l'entrepreneuriat, donc j'avais besoin de me remettre en phase avec mon ADN. Et ça a participé à ce gros switch que j'ai eu début 2019, où je me suis demandé ce que je voulais vraiment faire. J'ai arrêté Thriller et je me suis dit que j'allais créer des boîtes qui seraient et durables et rentables, parce que j'avais une conviction, c'est que l'économie et l'écologie peuvent se marier et doivent se marier si on veut avoir un vrai impact et réussir à changer les choses, à transformer nos modes de vie, puisque c'est un peu le challenge. J'ai rencontré en travaillant sur ce projet mes cofondateurs et tous ensemble on a lancé donc Time for the Planet officiellement en décembre 2019. C'est très récent encore. C'est encore récent, ça fait 1 an. Et donc Time, pour te le présenter, en gros c'est une entreprise qui crée des entreprises. Toutes ces entreprises, elles sont pensées, elles sont paramétrées de A à Z pour lutter contre le dérèglement climatique. On va en reparler. Ce qu'on fait dans notre quotidien, c'est qu'on détecte des innovations à impact contre les gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment cette verticale qu'on a choisie. Et on va recruter des entrepreneurs chevronnés pour transformer ces innovations en entreprise en leur trouvant un modèle économique viable, donc un peu comme on vient d'en parler. Et le rôle de Time for the Planet, c'est de chapeauter l'ensemble et d'injecter de l'argent pour accélérer et maximiser le déploiement. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et il faut agir. C'est incroyable. Et d'où ça te vient, d'où ça t'est venu déjà la toute première fois que toi tu t'es lancé personnellement dans une aventure entrepreneuriale, sachant que c'était pas du tout ton parcours initial, c'est venu d'où? Alors c'est venu d'où? C'est une très bonne question. Je pense que j'ai toujours aimé essayer des trucs, tester des choses. J'ai commencé avec l'apparition un peu des réseaux sociaux, notamment de Facebook. Tu vois, on est en 2012, c'était le moment où vraiment Facebook était puissant. Et en fait à ce moment-là, moi j'ai vu des communautés qui ont commencé à naître et j'ai eu envie de créer des communautés. J'ai essayé plusieurs trucs qui n'ont pas fonctionné et puis je me suis retrouvé un jour avec une première communauté qui a très très bien marché, qui s'appelait Nuit sans folie, qui permettait aux gens de raconter leurs pires anecdotes sexuelles de manière anonyme. Ça a été un vrai gros carton, ce qui nous a amené plusieurs centaines de milliers d'abonnés très très vite. Et après les choses se sont un peu déclenchées une à une. C'est incroyable, c'est vrai que tout ce que tu dis depuis le début, c'est tout le temps des gros virages en fait. Assez gros, Aujourd'hui, pour arriver donc, sur Time, et du coup, tu disais que vous étiez combien? 5 à vous lancer? Alors on est 6 cofondateurs. 6 cofondateurs. Tous entrepreneurs, on a tous monté des boîtes depuis une dizaine d'années en moyenne, et on a tous pris conscience il y a à peu près 2 ans de l'ampleur de l'urgence climatique. On savait qu'il se passait quelque chose, on était bien conscients, comme un peu tout le monde, qu'il y avait un problème, mais on n'avait pas du tout compris à quel point c'était important et à quel point il fallait agir maintenant ou jamais. Et en fait, c'est dans une phase où on s'est tous un peu documenté, on a regardé les Jean Covici, on a regardé les rapports du GIEC, où on s'est dit mais en fait là on peut plus trouver de sens en se levant le matin et en continuant de faire ce qu'on fait. C'est plus possible, on va pas y arriver, on nage à contre-courant. C'est épuisant et c'est pas très intelligent. C'est clair. Donc on s'est demandé comment est-ce qu'on peut nager dans le sens du courant en restant des entrepreneurs, parce que c'est ce qui nous passionne et c'est ça qu'on aime. Et en fait, nous, notre constat, c'est que les entreprises, on dit souvent que c'est un problème, mais finalement, c'est aussi la solution. Parce que c'est ce qui transforme nos modes de vie à grande échelle, et on nous dit que c'est ça qu'il faut faire. Donc soit on va distribuer des prospectus à 7 milliards d'individus, bientôt 8, soit on trouve des leviers et des moyens d'action pour transformer nos modes de vie de manière plus simple, entre guillemets, et de manière plus efficace. L'entreprise, c'est notre quotidien aussi à tout le monde. En fait, c'est plusieurs leviers. C'est agir au quotidien tout en travaillant.
et c'est notre impact à plus grande échelle sur notre environnement au travers des entreprises. Pour nous, une entreprise, on a l'impression de réinventer le feu, mais c'est des ressources et des humains. Tu mets ça dans une boîte noire, un peu comme les fonctions en maths quand tu es en quatrième, et ça te sort des produits et des services plus une marge. C'est ça notre modèle d'aujourd'hui. C'est nos outils au quotidien. Exactement, et cette marge, t'en fais ce que tu veux. T'es pas obligé de t'en servir pour juste enrichir des mecs qui ont mis de l'argent et qui veulent plus d'argent. C'est un modèle qui est louable, il n'y a pas de problème. On l'a fait sur nos boîtes. Mais par contre, on se dit que ça, c'est du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, l'argent, c'est un bulletin de vote. La manière dont on dépense notre argent, ça définit vraiment le monde dans lequel on veut vivre. Et chaque fois qu'on utilise de l'argent, on vote pour le monde de demain. Et nous, on s'est dit, cet argent, il faut qu'on l'utilise comme une arme. Il faut que ça soit un truc qui nous permette de transformer les choses. Il n'y a pas que l'argent, parce que en fait, on a des outils qui sont monstrueux, qui sont hyper puissants. Et si on les utilise autrement, sans tout réinventer, on n'a pas le temps de tout réinventer, et puis il y a plein de choses incroyables dans ce qu'on a fait. Mais juste en reparamétrant un petit peu sur les nouveaux enjeux, qui sont nos enjeux actuels du 21e siècle, et plus ceux du siècle passé, on est capable d'avoir un vrai champ d'action. Enfin, en tout cas, c'est ce dont on est convaincu. Donc je te parle du marketing, de l'argent, des réseaux sociaux, c'est ça. Voilà, toutes ces choses. C'est ça, c'est simplement réorienter sur, vers un palier plus intéressant pour le monde de demain. Comme on dit souvent, pisser sous la douche c'est bien, mais il va falloir aller un peu plus loin. C'est ça. Et du coup, vous êtes 6 à avoir cette idée, vous regroupez, et comment ça se passe? Vous avez été guidés, vous avez fait un groupe de travail, vous avez réfléchi tous ensemble, comment vous avez fait? Alors nous, on savait qu'il fallait une ambition de malade, parce que, et encore, aujourd'hui on ambitionne de lever 1 milliard d'euros, de créer 100 entreprises. Mais en fait, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'il faut pour résoudre le problème. On a juste envie de se positionner à un niveau d'ambition qui, au stade d'individu, est suffisamment copieux pour avoir du sens par rapport à soit à la hauteur des enjeux, tout simplement. Un minimum à la hauteur des enjeux, c'est quoi. Et en fait, quand on a commencé, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir les scientifiques, parce que nous, on n'est pas scientifiques, on ne connaît rien. Et ces scientifiques, et notamment Jean Jouzel, qui a été très précieux pour nous, qui est l'ex-vice-président du GIEC, nous ont dit: écoutez, c'est une bonne idée d'utiliser l'entreprise, mais il faut vous appuyer sur quelque chose de concret, et ce quelque chose de concret, il me semble que c'est l'innovation. Il y a plein de choses à faire. Il faut réinventer notre imaginaire collectif, nos objets de fantasme, nos récits, parce qu'il nous faut des choses désirables. Il faut aller vers la sobriété, il faut apprendre à consommer moins, mais il faut aussi innover. Et c'est pas l'innovation dans le sens la science va nous sauver, créons des jetpacks photovoltaïques. C'est du concret, quoi. C'est l'innovation dans le sens redonnons du sens au progrès. C'est-à-dire essayons de faire en sorte que l'innovation serve à résoudre des vrais problèmes de société et pas juste à proposer des gadgets qui nous font juste un peu jouer, un peu plaisir. Là, on est face à des enjeux où l'innovation, elle doit reprendre le contrôle, et on peut s'appuyer sur cette innovation-là pour justement faire cette transition. Sans l'innovation, aujourd'hui, la majorité de la R&D mondiale reste dans les énergies fossiles parce que c'est là où ça fonctionne, c'est là où il y a des choses qui sont désirables, qui sont habituelles. Et on ne peut pas rester dans ces énergies fossiles, on n'a pas le choix, il faut qu'on transite. Et si on veut faire cette transition, on est obligé d'avoir des choses à proposer en face. Et là, on n'en a pas. Et vous en êtes où aujourd'hui alors? Écoute, on a commencé il y a 1 an et quelques mois maintenant, et 2 mois, 1 mois et demi. On a mis 6 mois à avoir nos 1000 premiers associés, à se structurer, à mettre tout ça en place. Et là, on a vraiment une grosse accélération, parce qu'on a mis moins de 6 jours à avoir les 1000 derniers associés en date. Là, donc tu vois, il y a une vraie exponentielle. On a mis 1 an à lever notre premier million d'euros, là on a mis 2 mois à lever le second. On a vraiment une grosse accélération, on a des grands groupes qui rentrent là pour plusieurs millions d'euros. Donc cette année 2021, elle est cruciale pour Time for the Planet. C'est vraiment notre switch, puisqu'on crée nos premières entreprises. On a fait plein de choses concrètes en 2020, on a formé des milliers d'évaluateurs, enfin plus d'1 millier d'évaluateurs, qui sont des gens qui présélectionnent nos innovations. On a réuni notre comité scientifique qui vient sélectionner sur certains critères bien spécifiques justement les innovations qui vont pouvoir passer et sur lesquelles on investira. C'est 14 personnes qui sont reconnues européennement ou mondialement. On a fait plein de trucs concrets, mais là, 2021, on crée les 3 premières boîtes. On aimerait atteindre 10 millions d'euros, on pense qu'on va les atteindre, et on se met vraiment en phase d'accélération. On montre concrètement, ça y est, Time for the Planet existe, on va avoir un impact. Et il faut qu'on accélère parce que... Et continuer d'investir parce qu'on est là justement, c'est un peu le but aussi. Bien sûr, et le but c'est d'en créer 100. Donc tu vois, les 3 premières, c'est le démarrage, mais derrière nous on a plein de choses à faire. Et ce qu'on veut garder, c'est qu'on a une philosophie très simple. On se dit, en fait le problème du dérèglement climatique, c'est que c'est toujours à base de mort, de catastrophes, de pessimisme, on te fait la morale, c'est culpabilisant. Ça ne peut pas créer de l'action, ça. Vous voulez montrer autre chose. En fait, c'est pas qu'on veut montrer autre chose, c'est que nous, ce qui nous convainc profondément et ce qui fait qu'on a envie d'agir,
c'est qu'on est plutôt optimiste, c'est qu'on a envie d'y croire un peu, tu vois, pour pouvoir se mettre un peu en action. Et puis, on pense que c'est une opportunité en fait. Nous, on a envie que ça soit un truc cool à faire. On a envie que les gens qui rejoignent Time for the Planet, ils se disent, je vais aller m'amuser. Et c'est ce qu'on fait, tu vois, parce que les gens qui nous rejoignent, ils sont là parce qu'ils ont envie de rejoindre une aventure fun. Qui a envie de faire un truc déprimant? Enfin, personne. Tu vas pas faire des milliers de mecs qui vont s'activer pour un truc où ils sont tous blasés, déprimés. Plutôt que de dire on va tous mourir demain, monter dans le bateau, c'est vous dites on va tous sauver le monde demain, monter dans le bateau avec nous pour ça sauver change le tout. monde. Ouais, et puis si tu veux, c'est même pas on va sauver le monde, c'est les gars. Enfin, dans tous les cas, il va se passer des trucs. À nous de voir comment on veut voir les choses. Est-ce qu'on est face à l'opportunité d'être la génération qui va vivre un tournant historique, parce que l'humanité va pas s'arrêter demain. Mad Max, tout ça, c'est possible si on fait vraiment les cons. Enfin bon, on est un minimum conscient du fait qu'il faut vivre dans un monde vivable et qu'on a envie d'être heureux, nous et nos proches. Donc à partir de cette hypothèse, on pense quand même que les humains sont un peu rationnels, vont pas juste faire des actes pour gagner plus d'argent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, et vont à un moment se réveiller. Et on voit bien que de toute façon, la majorité des gens est complètement conscient de ça, et la majorité des gens est positif. Les gens ont envie. La preuve, vous êtes suivi aujourd'hui de plus en plus, donc le message passe et les gens ont un engouement quand ils vous rejoignent. Donc ils sont incroyables. Mais en fait, nous, c'est le pari qu'on a pris. On s'est dit, mais on va pas lever 1 milliard d'euros à 6 et créer 100 boîtes. Il faut que ce truc nous dépasse. Il faut que les gens s'emparent de cet objet qu'on a créé, qui est Time, et qui nous aide à le faire grandir. Parce qu'ils sont meilleurs que nous pour la plupart. Ils sont plus experts que nous sur certains domaines. Ils connaissent des gens, ils connaissent des choses. Et donc, on s'est dit, il faut que tout le monde puisse s'associer. Au même titre que nous, tout le monde doit être copropriétaire de cette boîte. Et excuse-moi, justement, comment vous avez fait pour ça? Quel est si on va un petit peu dans le moteur de Time for the Planet, quel modèle vous avez créé exactement, avec quel statut pour que justement tout ça soit possible? Alors écoute, pour tout te dire, la petite anecdote, c'est qu'on a commencé en SAS classique. On a fait une conférence avec cette vision où on se disait putain, est-ce que les gens sont prêts pour ça, est-ce qu'on n'est pas un peu délirant? Et en fait, à la sortie de la conférence, on avait dépassé, 2 semaines après avec un peu de latence, mais on avait dépassé le nombre d'associés autorisés en SAS de 150. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé un peu le nez dans le caca à se dire mais là il va falloir tout restructurer. Et donc tout le démarrage de Time, c'est quel statut juridique, quelle forme juridique on met en place pour réussir ça. Et du coup on a créé ce qui s'appelle une société en commandite par action. Alors ça paraît compliqué, mais Michelin, Oxbow sont comme ça. Ça te permet juste de lever des fonds de manière illimitée, entre guillemets, sans discontinuité. Il faut les agréments AMF, on discute avec l'AMF, on a déjà fait les premières étapes de l'AMF, bien sûr. Mais par contre, c'est bien aussi pour une raison simple, c'est que l'ensemble des associés actionnaires, tous ces gens qui peuvent rentrer à partir d'1 euro, ils font vraiment partie donc, des cofondateurs, en gros, puisqu'ils sont copropriétaires de la boîte. Il y a des gens qui ont plus d'actions que nous aujourd'hui, qui nous ont dilué, carrément, ils ont mis plus d'argent. Et en fait, ils élisent ce qu'on appelle un conseil de surveillance, qui est une entité interne à la société en commandite par action, dans laquelle ne peuvent pas être les cofondateurs, donc nous. Et cette entité, elle est constituée de 12 personnes qui vient contrebalancer ou certifier les décisions et la direction de la boîte. Et donc ça c'est hyper bien parce qu'en fait ça nous permet de ne pas péter un câble dégénéré. On est toujours contrôlé par cette entité. Ils ont un droit de veto, ils imposent la double majorité notamment. Donc en gros aujourd'hui, quand tu as mis 1 euro, ça t'apporte un droit de vote en majorité simple. Ce qui fait que si Google vient avec 200 millions d'euros, le mec qui a mis 1 euro, il n'a pas beaucoup de poids pour prendre des décisions. Et donc on pourrait se faire manipuler et la boîte pourrait appartenir à un gros. Et nous, c'est hors de question. C'est pas le but. Donc on a tout mis en place et c'est un truc sur lequel d'ailleurs le conseil de surveillance travaille tous les jours pour que Time for the Planet puisse assurer sa mission sans qu'il y ait de dérive possible. Et donc on a instauré une double majorité par exemple pour cet exemple-là qui là fonctionne en un homme égale une voix. Donc il n'y a plus d'histoire de t'as mis 1 euro, t'as mis 200 millions d'euros. Et si les deux majorités ne vont pas dans le même sens, ça bloque, ça annule. Il y a plein de trucs comme ça en fait qu'on a mis. Et comment on contrôle justement ces milliers de personnes qui sont associées à une entreprise? Mais c'est un joli bordel. J'imagine. En fait, pour l'instant, on ne sait pas trop parce qu'on a fait notre première assemblée générale, on était quelques centaines. Là, on va faire la première, on va être 20 000, je pense. Tu vois, ça arrive, c'est pour juin. Incroyable. Donc, je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Zoom à 20 000, ce sera un pixel sur la télé par personne. Ça risque d'être ça, honnêtement. Parce que voilà, ça va être à vos télécommandes. De toute façon, voilà, à un moment, il faut la jouer comme ça. Mais on se dit qu'il y a des jeux télévisés qui font voter les gens, ils sont 1 million à voter, ça va marcher. Après, le truc, c'est comment on rend ça cool et comment on l'apéroise. Et justement, là, on prépare une grosse surprise pour notre première assemblée générale. On espère que le Covid va nous laisser un peu tranquille parce qu'on a envie de faire des vrais trucs concrets. On n'a pas juste envie que ce soit un pixel sur un écran. On a envie que chacun se sente vivant dans ce truc-là.
Donc du coup, on va voir comment on fait ça. Okay. Comme d'hab dans Time for the Planet, il n'y a pas vraiment de grand plan, de roadmap, parce qu'on sait que ça se passe jamais comme prévu. C'est ce que je trouve génial, c'est que en fait, ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est que vous avez une idée, vous regroupez à 6, de changer le monde, voilà, d'agir concrètement, et au final, vous vous retrouvez complètement dépassé dès la première assemblée en fait, où là les statuts sont pas encore faits, et vous vous rendez compte que c'est pas ce qu'il faut, ce qui est pas adapté, etc. Vous rechangez, etc. Et ce que je trouve dingue là-dedans, c'est que du coup, c'est l'action avant tout, avec une idée générale, la mission de la boîte, et derrière on avance et on voit. Tu as très bien résumé les choses, mais c'est un truc qu'on a appris dans l'entrepreneuriat. En fait, une bonne idée mal exécutée, ça reste une mauvaise idée. Donc les idées, ça vaut rien. Ce qui compte, c'est l'action, c'est ce que tu fais. Et en fait, nous, on essaye plein de trucs en permanence, et quand il y a une ficelle où on sent qu'on peut tirer, on tire. Mais sauf qu'on est des dizaines de milliers à tirer, donc ça tire vite. Et c'est ça la différence. Plus on va grossir, plus on sera capable d'identifier ces ficelles, parce que tous les gens là, ils nous aident à faire plein de trucs. Ce qu'on voit pas, c'est que derrière Time, il y a des milliers de mecs qui mettent de l'argent et qui disent ouais, mais moi mettre de l'argent, c'est 1% de ce que je vais faire pour ce que vous êtes en train de faire. Je veux aller plus loin. Comment je peux vous aider? Et donc on a dû structurer ce qu'on appelle la galaxie de l'action. Alors on n'a pas pris de drogue, on va juste dans la sémantique. Et en gros, la galaxie de l'action, ça permet aux gens de s'impliquer pour les objectifs de Time for the Planet. Donc tu as des planètes dans cette galaxie qui rassemblent des gens qui ont des compétences communes ou des caractéristiques communes. Tu as des planètes traducteurs qui sont en train de traduire notre site dans toutes les langues du monde, complètement ouf, hein, de manière totalement bénévole. C'est génial. Tu as des planètes care, donc en gros, ils appellent tous les nouveaux associés et ils leur disent salut, bienvenue, ça nous fait plaisir de te voir dans la famille, à bientôt. En gros, c'est ça qui se passe. Et ils appellent tous les jours des centaines de mecs. Comme ça, ils se disent bah tiens, moi qu'est-ce que je peux apporter à Time? Mais t'imagines la bienveillance que ça amène. Enfin, nous, c'est ouf. C'est toute la force aussi de ce que j'ai retenu des interviews, c'est toute la force des projets comme les nôtres, où on a une force vraiment incroyable par rapport à une entreprise classique, où le but c'est de faire de l'argent pour 3 personnes derrière. Et bien sûr. Alors que là, c'est tout le monde qui comprend la mission, qui est valorisée et qui peut agir derrière. Donc c'est une force vraiment incroyable. Après, il faut rester les pieds par terre quand même. Aujourd'hui, si tu fais une boîte, il faut payer les gens décemment. Il faut les mettre dans des situations où ils sont capables de travailler correctement, où ils sont heureux, où ils ont du bien-être. Donc, les modèles économiques et la rentabilité d'une boîte, on ne peut pas remettre ça en question. Comment vous faites alors Alors nous, on crée des boîtes qui sont des boîtes filles, qui sont rentables, elles gagnent de l'argent, elles payent leurs salariés, il n'y a pas de souci. En revanche, la part de bénéfices qui remonte à Time for the Planet de ces boîtes-là est intégralement réinvestie à chaque fois. Ce qui fait que Time for the Planet est une société commerciale à but non lucratif. Normalement, tu n'as pas le droit de faire ça, et pour la petite anecdote, en gros, encore une fois, on s'est heurté à un petit souci, puisque la loi française nous a dit, en fait non, il faut voter en Assemblée Générale la distribution de dividendes, et c'est les associés, les actionnaires qui distribuent ou pas. Nous, on ne voulait pas, on a dit non, on veut être non lucratif, parce que chaque euro compte, et comme je l'ai dit, on veut que les gens soient des ambassadeurs, pas des mecs qui nous demandent des comptes. Ça n'a rien à voir. Et en fait, on a trouvé un avocat qui avait encore un peu de cheveux avant de nous connaître, et on lui a dit, écoute, on aimerait trouver une feinte pour pouvoir ne pas distribuer de dividendes, et il a dit mais c'est possible, vous pouvez conditionner la distribution de dividendes à la survenance d'un événement. D'accord. Du coup on a écrit ok cool, Time for the Planet distribuera des dividendes avec grand plaisir le jour où et uniquement ce jour-là, la température à la surface du globe sera revenue à celle qu'elle était avant 1850. Génial. Du coup on ne peut pas distribuer de dividendes parce que ça n'arrivera pas. Et si tu veux, on a dû pirater quelques petits systèmes comme ça, mais aujourd'hui Time for the Planet c'est un véhicule qui réinvestit toujours l'intégralité de l'argent parce qu'il ne peut pas faire autrement. S'il ne le fait pas, il est attaquable. Et je peux te dire qu'on n'a pas envie de se faire attaquer par 13 000 mecs. Donc on ne le fera pas. Voilà. Ok, génial. Tu disais que pour gérer la boîte, manager l'ensemble de la boîte dans son ensemble, vous faites des groupes en fait par compétences, par affinité. Les fameuses planètes, C'est ça, les planètes. Et du coup, c'est eux qui, par exemple, qui vont choisir dans quelle innovation se lancer, investir. Non. Alors non. Alors tous ces systèmes de galaxies de l'action qui fonctionnent avec des planètes et des comètes, ils sont là pour répondre aux 2 besoins actuels de Time, lever de l'argent et augmenter en notoriété. C'est des gens qui sont complètement bénévoles. S'ils veulent rien foutre pendant un an, aucun problème. Ils le font quand ils ont de l'énergie, de l'envie, du temps. Pas de problème. Par contre, nous, on a un process de sélection des innovations qui est hyper carré. Aujourd'hui, on a reçu à peu près 300 dossiers d'innovation en quelques mois, ce qui est beaucoup parce qu'un fonds traditionnel reçoit ça à l'année, sauf les fonds très stylés comme Kima, etc. Mais par contre, quand on reçoit ces innovations, c'est pas nous qui allons décider sur quoi on mise, parce que nous, je te rappelle qu'on panne rien en scientifique. On ne panne rien, nous on est juste des entrepreneurs. Donc, comme on le dit, on a formé des évaluateurs, qui sont 50% des profils ingénieurs scientifiques, 50% des profils sphère publique comme toi et moi.
On les forme juste au périmètre de Time for the Planet. Donc ça veut dire que les innovations qui sortent de ce périmètre, on ne peut pas investir dessus déjà d'entrée. Donc il y a plusieurs critères, les externalités négatives, le potentiel d'effet rebond, la capacité à passer en open source, etc. Okay. Et ces gens-là, ils viennent donner une note moyenne à l'évaluation, à l'innovation. Et puis après, derrière, quand ils ont donné leur note, ils peuvent faire un petit commentaire aussi que l'innovateur va recevoir, donc une analyse de son innovation. Ça a beaucoup de valeur, parce que quand tu as 1000 mecs qui te font un retour sur ton innovation, c'est précieux. Aujourd'hui, ils évaluent à l'appel. Il se passe plein de trucs, on a même fait une plateforme pour eux, tu peux voir les innovations qui ont les meilleures notes, machin, donc c'est hyper cool. Mais une fois qu'ils ont fait ça, nous on va confier ça à un comité scientifique. Donc là c'est vraiment 14 experts comme je te disais qui sont très complémentaires, qui sont dans différents secteurs. Tu vois, tu as la directrice de l'INRAE qui va être sur tout ce qui est agriculture, tu vas avoir le président du CNRS Innovation qui lui va être plus sur tout ce qui est les innovations plus tech, en tout cas ce qu'on a l'habitude de voir. Tu as les gens du Low Tech Lab, tu as des gens, en fait on a mis tous les mondes un peu pour qu'on soit vraiment complémentaires et quand une innovation rentre, on est au moins un de ces experts qui puisse dire ça c'est mon domaine, je connais plein de gens là-dedans, je vais faire passer ça en revue par d'autres mecs qui sont encore meilleurs que moi et on va vous sortir un truc peaufiné pour vous dire si un c'est passable à l'échelle et deux surtout c'est pas bullshit scientifiquement. D'accord. Et après on a une dernière phase qui est une phase de test sur les modèles économiques où là on va faire ce qu'on appelle du gros hacking, donc on va aller vraiment au contact des mecs sur le terrain, des potentiels clients en créant des modèles économiques autour de cette innovation. Et en disant, vas-y, on teste ces modèles économiques, on essaie de les vendre comme si ça existait déjà, comme si c'était déjà en place sous forme de biens ou de services. Et là où on va voir que des gens achètent pour de vrai, ont une réelle intention d'achat, on y va en développe. Puis après, les associés votent en assemblée générale, puisque ces dossiers qui ont réussi à passer ces 3 étapes, on va leur proposer, il y en aura peut-être 6, 7, 8, 10. Et en assemblée générale, on dit, voilà, ces 10 dossiers sont passés. Cette année, on investit 1 million d'euros x 3, donc sur 3 projets. À vos télécommandes, vous avez toutes les infos. Maintenant on décide ensemble et on croit aussi à la sagesse des foules, tu vois, on pense que les gens prennent des décisions qui sont assez millimétriques quand on aime beaucoup. C'est un petit peu un fonds d'investissement vertueux en fait, avec en plus toute l'aide, le support qu'il y a derrière. En fait nous on nous demande toujours vous êtes quoi Time for the Planet, vous êtes un incubateur, un accélérateur, un fonds d'investissement. Moi j'aime bien répondre, on est un plan d'urgence. Et on n'a pas de nom parce qu'on s'en branle. On est juste un plan d'urgence qui base tout sur le communautaire, sur le collaboratif et sur le citoyen. Fin de l'histoire. Je sais pas ce qu'on est. C'est ça. Et ça nous va bien d'être ça. C'est génial. Du coup, là, vous allez avoir ces 3 entreprises qui vont se monter. Il y a un truc que j'avais retenu aussi en regardant un petit peu ce que vous faisiez, c'est que vous voulez être libre de brevets. Pour pouvoir justement avoir un impact encore plus important derrière. Alors, open source ne veut pas dire open bar, donc attention, parce que nous aussi, on a mis un peu de temps à comprendre ça et on s'est renseigné sur l'open source. Donc, qu'est-ce que c'est ? Nous, on s'est dit, il y a beaucoup trop de chances qu'on échoue en montant des boîtes. Beaucoup trop, parce qu'il y a plein de raisons. Tu peux t'engueuler avec tes associés, il y a plein de raisons. En fait, on n'a pas le droit d'échouer, parce qu'on parle d'innovations qui sont cruciales dans une période qui est critique. On ne peut pas mourir tout seul avec un truc qui potentiellement pouvait avoir un impact hyper vertueux. Comment on gagne à tous les coups ? Il y a un moyen de gagner à tous les coups, c'est de partager, à très grande échelle. Et ça s'appelle l'open source. Time for the Planet, ça va mettre gratuitement à disposition de n'importe qui partout ailleurs sur la planète les innovations et leurs modèles économiques sans contrainte. Mais quand je dis que ça ne veut pas dire open bar, ça veut dire qu'on pose quand même un brevet. Donc on brevette ces innovations et ensuite on les passe en licence libre. À quoi ça nous sert ? Déjà, si l'armée nord-coréenne nous demande d'accéder à un truc, on peut lui dire non. C'est quand même plutôt cool, tu vois, dans certains cas. Et 2, quand on fait de l'open source, on a des droits et des devoirs. Donc le droit de copier-coller l'innovation sans aucun problème, gratos. Par contre, le devoir de repartager ses propres améliorations avec l'ensemble des possédants de la licence. Ce qui fait que tu fais une R&D mondiale à très grande échelle et tu atteins la maturation des innovations, mais c'est 1 million de fois plus vite. Ça part pas dans la nature, dans d'autres mains, voilà. Alors déjà, ça peut pas partir dans d'autres mains parce qu'on peut retirer la licence. Ce qui fait que si un mec du jour au lendemain se dit non, en fait, moi je vais me faire plein de pognon avec ça et j'arrête l'open source, on me dit bah tant pis, alors. Fin de licence, t'as plus le droit. Donc ça déjà, tu vois, ça nous permet d'avoir quand même de tenir un peu ça. Et puis après, il y a aussi le fait que on va beaucoup plus vite à un niveau de maturation des innovations qui fait qu'elles sont beaucoup plus importantes. C'est super important. Et puis dernière chose, on est obligé de nous repartager l'impact. Donc chaque fois qu'un mec copie-colle une entreprise Time for the Planet, il va avoir l'impact sur les gaz à effet de serre. Nous, on veut le connaître. C'est hyper important. En fait, on multiplie notre impact par le nombre de mecs qui refont des boîtes. Donc un mec qui met de l'argent chez nous, contrairement à un mec qui met de l'argent dans un fonds traditionnel, le fonds traditionnel va lui promettre l'impact qu'il peut faire avec une entreprise. Nous, on lui promet l'impact qu'on peut faire avec les millions d'entreprises qui peuvent se copier-coller. Donc forcément, c'est multiplié par ce nombre d'entreprises et l'impact est gigantesque. Et surtout, il revient tous les ans.
Un mec qui met 1 euro ici en 2021, tous les ans, il va récupérer ce qu'on appelle du TRP, du taux de retour pour la planète. Et tous les ans, il sera plus important, parce que tous les ans, il y aura plus de boîtes. Pour la planète, c'est génial. Ouais, c'est juste un ratio entre l'argent que tu injectes dans Time for the Planet et la quantité de gaz à effet de serre captée ou non émise grâce à cet argent. Ça, c'est notre seul indicateur de performance. La rentabilité économique est évidemment un facteur, mais c'est pas notre indicateur de performance. En fait, une boîte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais son objectif, c'est pas que d'enrichir des mecs normalement. Tu vois, c'est un truc qui est devenu une convention, une religion, mais enfin une boîte à la base, ça peut changer le monde. Le pouvoir de cette marge que tu dégages, ça te permet de changer le monde. D'ailleurs, vous êtes transparent là-dessus sur le partage de ces. Nous, on s'est dit qu'il y avait un gros problème avec l'écologie de manière générale parce qu'il y a un gros problème de confiance. Parce qu'il y a énormément de greenwashing, énormément de solutions miracles. Nous, notre vision, c'est que si tu es méga transparent, entièrement transparent, normalement la confiance elle sera là. Donc là, tu vois, la prochaine assemblée générale, on va tout partager, les comptes de Time for the Planet en mode public. Si on a acheté un ticket de métro, les gens vont le voir. Donc à partir de là, on pense que ça devrait aller. Parce qu'un mec qui, et c'est normal, va être suspicieux, va se demander un peu, va se poser des questions. C'est ce qu'on reproche aux boîtes classiques, on va dire. Bien sûr, nous on leur donnera les comptes de Time for the Planet. Et puis après, on a des règles, tu vois, on se dit, on ne dépensera pas plus de 10% de Time, enfin de l'ensemble du fonds pour faire fonctionner ce fonds. Donc ça inclura tout. Et tu vois, un fonds traditionnel c'est 20-25%. Nous on s'est positionné à 10% parce qu'on a envie d'être le plus possible orienté impact et donc de mettre le plus possible d'argent pour ça. C'est pour ça qu'on est tous bénévoles d'ailleurs, les cofondateurs. Mais on a quand même des frais juridiques, des frais d'avocat. Tu vois, là on va embaucher une première personne. Enfin, ça y est, on a embauché Hugo, un vidéaste monteur, et du coup, il faut payer les gens. Donc on a quand même cette partie-là qui sera. Ok, ouais, c'est logique. Et comment vous faites à titre individuel les fondateurs, les keepers, on va dire? En gros, on a vendu des boîtes pour la plupart, donc ça nous permet d'avoir quand même déjà des fonds. On a eu pas mal d'argent. Et puis après, il y en a qui ont encore des pieds dans des trucs qui leur amènent de l'argent. J'en fais partie. Aujourd'hui, on met 150% de notre temps sur Time for the Planet, mais il nous arrive le soir ou le week-end de faire un petit consulting, ou, tu vois. Et en fait, c'est ça qui nous fait bien vivre. On n'a pas besoin aujourd'hui de gagner 10 000 euros par mois pour faire ce qu'on fait, clairement pas. Et du coup, juste avec quelques petits trucs, on est très bien. Maintenant, nous, on n'est pas une boîte qui lève de l'argent, on est une boîte qui doit avoir de l'impact. Et aujourd'hui, on est assez frustrés. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous allez faire. Il faut qu'on le fasse, parce que pour l'instant, pour nous, intimement, Time ne réussit pas du tout. Parce que Time réussira quand il y aura un compteur, non plus d'argent, mais de quantité de gaz à effet de serre non émise et captée. Donc nous, on est là en mode yes, c'est super. En revanche, on n'est pas du tout au démarrage. Le démarrage, c'est quand ce compteur, on va l'allumer, et là, moi, je serai content. Et que les gens vont commencer à avoir des tonnes de gaz à effet de serre non émises. Et là, quand on fera 400 000 tonnes non émises par mois, là, je vais te dire, c'est en train de marcher. Est-ce que tu as des conseils pour monsieur, madame, tout le monde qui demain veut se lancer, veut créer quelque chose pour avoir un impact positif? Parfois, il faut bluffer pour pouvoir bien réussir son coup. Je m'explique. Quand tu crées une boîte, ce que j'ai appris dans la douleur et dans le temps, c'est qu'il faut commencer par vendre en fait. Parce que dans notre système, si tu ne vends pas, si tu n'es pas capable d'avoir une réalité économique, tu n'existes pas. Tu te fais rouler dessus par un tractopelle. Et ça va tout casser, parce que ça va casser ta passion, ton énergie, ta patience. Et en fait, c'est la pire condition pour monter une boîte que d'y aller en mode je commence par mon beau logo, mon machin, je crée un produit pendant 6 mois, puis au bout de 6 mois, j'essaie de voir si ça vend. Ah, ça vend pas, donc quelle horreur. Je vous en supplie, faites pas ça. Commencez par vendre. Je sais, c'est contre-intuitif. Mais pensez au poker. Vous avez une main de merde, mais c'est pas grave. Et essayez de faire semblant d'avoir une main incroyable. Et si les gens vous achètent cette main, après, vous allez la piocher. Ça va venir, je vous assure. Donc commencez par vendre. Testez tout de suite le réel besoin des gens et surtout l'intention d'achat. C'est facile, on a des outils pour ça. Vous créez un petit site avec des outils comme Strikingly, ça prend 2 heures. Faites une landing page. Vous proposez votre proposition de valeur, il n'y a rien derrière. Et vous essayez de la vendre avec des pubs Facebook, avec des appels téléphoniques, des prospectus. Vous essayez de la vendre, vous emmenez des gens sur votre site et vous faites en sorte qu'ils essayent d'acheter votre produit. S'ils essayent d'acheter un produit qui n'existe pas, ça a du sens de le créer. C'est clair, là c'est parti. Mais s'ils ne l'achètent pas, mais vous allez gagner des années. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et vous pouvez changer et remonter un autre produit. Donc vraiment, c'est mon seul conseil maintenant à tous les entrepreneurs, c'est le plus précieux. Commencez par vendre. C'est contre-intuitif, mais faites ça. D'ailleurs, c'est en plus d'être contre-intuitif, c'est pas ce qu'on nous apprend en général. Non, clairement pas. C'est pas ce qu'on nous apprend dans les écoles, c'est pas ce qu'on nous apprend. Mais en fait, c'est la meilleure façon de monter une boîte. T'as un mot de la fin ou J'allais dire pisser sous la douche ne suffira pas, mais aujourd'hui je vais dire et si on inventait un nouveau terme, le climato-optimisme. Merci beaucoup Arthur. Avec plaisir, merci.